Le journaliste est confronté en permanence à cette question. La transparence est pour lui une valeur cardinale de son métier, mais en même temps aussi la protection de ses sources. Peut-il exercer son métier si le secret auquel il est tenu par la protection de ses sources le conduit juridiquement à peut-être devoir déplacer l'état limite et à communiquer? C'est un peu compliqué et je voudrais reprendre la phrase de M. Vignon que j'ai trouvée très jolie quand on venait de parler du secret de la confession, des notaires qui doivent donner des informations à Tracfin, des chefs d'établissement qui doivent donner des informations sur des enfants. Tout est question de balance. Et quand je dis ça, je le dis dans tous les sens. C'est peut-être pas un hasard si c'est le symbole de la justice. Tout est question de balance. Donc, mais c'est aussi le symbole de la comptabilité. Faut-il balancer ou ne faut-il pas balancer? Voilà, ça c'est un petit peu... nous, pour ce qui concerne la protection des sources, écoutez, on a un triple problème, c'est-à-dire que quand on est journaliste, il faut avoir des informations, réussir à trouver des informations. Il faut donner le réflexe à des personnes dont ça n'est pas le métier, et vous en l'occurrence, de nous donner des informations, c'est-à-dire de violer des règles, des règlements. Vous êtes des experts, vous êtes des magistrats, vous êtes des personnes avec lesquelles on travaille, qui acceptez, pour certaines d'entre vous, de nous donner des informations, c'est-à-dire de nous aider à travailler, de nous aider à porter au plus grand nombre la connaissance de certains faits. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ensuite, quand on a réussi à obtenir ces informations et à fidéliser des informateurs, mais des informateurs dans le bon sens du terme, eh bien, il faut les protéger. Il faut les protéger parce que ces personnes prennent des risques. Vous n'avez pas le droit de nous livrer vos secrets, ni les magistrats, ni les enquêteurs, ni les experts. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, à nous, si on réussit à avoir ces informations, de vous, des avocats, à nous de faire en sorte que vous ne soyez pas ennuyés. Alors la loi nous protège, mais malgré cela, on vit parfois des moments difficiles. Et puis il y a maintenant des méthodes d'investigation dont disposent les enquêteurs et les juges d'instruction, les fameuses FADET. Alors on en a beaucoup parlé à propos de nos confrères du Monde, mais on en a tous plus ou moins fait l'objet, on a tous été écoutés à un moment donné. C'est pas très loyal, mais je peux comprendre que des enquêteurs essaient de savoir, ou des magistrats essaient de savoir comment on a nos informations. C'est leur rôle. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans. J'étais à l'époque grand reporter au Figaro Magazine, et nous avions récupéré, mais vraiment tout à fait par hasard, la photo de Jean-Pierre Trébert qui s'était évadé de prison, en cavale. Lequel Jean-Pierre Trébert était retourné là où il avait le plus de chances de trouver des personnes susceptibles de l'héberger, en Seine-et-Marne, village où il avait travaillé comme garde-chasse. C'est là que l'attendait la police, le RAID, la BRI, qui avaient disposé des caméras de surveillance. Lesquelles caméras ont filmé Jean-Pierre Trébert avec son physique caractéristique qui passait et qui repassait. Et on a récupéré, nous, quelques photos tirées de cette vidéosurveillance. Et ça a été je ne pensais pas, on ne pensait pas d'ailleurs, on ne pensait pas au Figaro Magazine que ce serait un déchaînement de violence, d'investigation comme ça a été le cas. Ça a été terrible. Donc on a été entendus, on était 2 journalistes à avoir signé ce papier, Aziz Zemmouri et moi, entendus par l'IGS, l'Inspection Générale des Services, entendus par l'OCLO, l'Office Central de Lutte contre la Brigade des Fugitifs, les atteintes aux personnes. Et on nous a collé des écoutes téléphoniques. Le commissaire qui m'a entendu, avec lequel j'ai sympathisé depuis, on est resté amis, il m'a dit qu'on avait écouté 4 téléphones chez moi. Je trouve que ça fait beaucoup. Mon domicile, celui de ma femme, le mien, celui de mon fils aîné. On m'a mis une balise sous ma moto, on m'a photographié, on m'a montré des photos. On m'a photographié porte de Saint-Cloud, dans un bar où j'avais mes habitudes, avec des amis journalistes, avec d'autres personnes, en me demandant si je connaissais les gens avec qui j'étais photographié. On était au mois de janvier. Depuis le 1er janvier, la protection des sources des journalistes avait évolué. Jusqu'ici, on était protégé uniquement quand on était... Alors, je parle sous le contrôle des magistrats qui vont me reprendre.
Et tant mieux, parce que comme ça, je connaîtrais mieux la question. À l'époque, on pouvait se prévaloir du secret des sources uniquement devant les enquêteurs, je crois que c'est ça. Et ensuite, ça a évolué. On pouvait se prévaloir du secret des sources devant un juge d'instruction, puis devant un tribunal aussi. Et on était juste à ce moment-là. On était au début du mois de janvier et la loi avait évolué depuis le 1er janvier. Ce qui nous a quelque part sauvés. Mais la personne qui nous avait fourni les photos a été identifiée, puisque grâce au système des fadettes et de l'observation des relevés téléphoniques, cette personne a été identifiée. C'est vrai que c'est très compliqué pour nous de travailler. Je voudrais rajouter au niveau du secret que la notion de secret, évidemment, elle n'est pas la même pour vous, puisque si vous violez un secret, vous connaissez les conséquences en tant qu'expert. Pour nous, journalistes, on attend le contraire du journaliste, c'est qu'il révèle justement des secrets, c'est qu'il donne des informations. Et donc il donne des informations. On va parler de l'affaire Cahuzac, on va parler d'affaires comme ça. Si les journalistes n'étaient pas intervenus dans cette affaire, on n'aurait jamais été informé de ce qui s'était passé. Autre chose encore, et puis j'en aurais terminé, je crois que le secret, il a une notion de vie. C'est-à-dire qu'il est absolu dans le temps de l'enquête, dans le temps de l'instruction, parce que nous, journalistes, on ne doit pas déranger un juge qui instruit une affaire, on ne doit pas déranger des enquêteurs qui travaillent, mais à l'instant T, c'est-à-dire dans le moment qui suit immédiatement, c'est un peu comme la légitime défense, la découverte des faits, d'un crime, d'un délit. On n'a pas à intervenir et on doit être très, très prudent là-dessus. Ensuite, plus on s'éloigne dans le temps de cet instant T, moins le secret a de valeur et plus nous, journalistes, on peut travailler sur ces affaires. Ça m'amène donc à terminer sur cette notion. Moi, je pratique 2 types de journalisme en même temps. C'est-à-dire que je suis assis entre 2 chaises. Un type de journalisme qui est facile à mettre en œuvre, c'est fait entrer l'accusé. On revient sur des affaires jugées définitivement. Tous les recours ont été épuisés. Ça veut dire que l'affaire appartient, j'ai envie de dire, à l'histoire. Et à partir de là, on a fait 200 émissions, on a toujours respecté cette règle, sauf 2 fois, l'affaire Chanal et l'affaire Pierre Baudin, où il y avait encore un procès pendant. Mais sinon, 198 autres fois, on a respecté cette règle, ce qui vous autorise, les experts, à nous parler. Et on a beaucoup d'experts dans Fait entrer l'accusé. Et votre point de vue est précieux, très précieux. Et puis je pratique un autre type de journalisme depuis 1 an à BFM, où je suis le consultant justice-police. Et là, c'est totalement à l'opposé de ce qu'on fait dans Fait entrer l'accusé. Parce qu'on m'appelle, là, tout de suite, parce qu'il y a une affaire Fiona, parce qu'il y a un attentat, un crime ou encore un autre meurtre à Marseille ou en Corse. Et là, je dois intervenir et parler, affaire encore plus compliquée même. L'affaire Clément Méric, ce gamin de 19 ans qui est tué par un autre gamin de 19 ans, avec chacun des idées politiques différentes. On arrive, on s'assied en plateau, en direct, et on parle. Qu'est-ce qu'on peut bien dire de cette affaire ? Il est 10h du matin, l'affaire est sur la place publique depuis 7h du matin. Le ministre de l'Intérieur et le président du Sénat ont déjà parlé d'assassinat, on a parlé d'agression. Des ministres, des hommes politiques ont parlé d'assassinat, ont qualifié juridiquement, pénalement cette affaire. Et vous, journalistes, vous êtes en plateau et on vous dit, Dominique Rizet, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire ? J'ai envie de vous poser une question, monsieur. Jusqu'où le fait qu'une affaire soit devenue une affaire publique, jugée, et donc connue de tous, en principe au moins, autorise-t-il les acteurs qui ont participé au déroulement de cette affaire à parler sans retenue ? C'est une bonne question. Je vais faire 2 réponses. Les acteurs qui nous en parlent vont apporter pas seulement un témoignage, mais un enseignement pour le futur. Parce que quand on fait parler des experts dans l'affaire d'Outreau, c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. C'est intéressant d'avoir un autre point de vue que celui de l'expert qui disait, quand on est payé comme une femme de ménage, on rend des expertises de femmes de ménage. Donc c'est intéressant de montrer que des experts peuvent travailler différemment.
C'est important d'expliquer avec quel sérieux a été traitée une affaire, comment une expertise a permis de débloquer un dossier. Et quand vous ramenez, c'est pas grave, merci beaucoup. Quand vous ramenez ça à l'ensemble, quand vous ramenez ça à l'ensemble d'un dossier, le point de vue de l'expert est important, le point de vue de l'enquêteur est important, le point de vue du magistrat est important, le point de vue des victimes, la souffrance des victimes, leurs témoignages, des victimes qui vous disent « nous avons le sentiment d'avoir été entendus » ou « nous n'avons jamais été entendus ». Ça, c'est important. Je conviens du fait que l'information ait des vertus pédagogiques aussi pour la société. C'est sans doute sous-jacent. Mais les acteurs des faits, cette fois non plus du procès, ont aussi le droit de se reconstruire dans la discrétion. Alors ça, c'est le droit à l'oubli qui nous pose une vraie question. Et j'ajoute que les proches de ces personnes souffrent peut-être elles-mêmes du fait que leur nom continue à faire l'objet de discussions publiques, alors qu'elles ne souhaitent qu'une chose, c'est la discrétion la plus totale pour non pas se reconstruire, mais se construire, comme on disait tout à l'heure. Un journaliste américain vous répondrait « no care ». C'est ce que répondent les Américains, je m'en fous. Ils sont plus brutaux que nous. Moi, je ne vous répondrai pas ça. Je vous dirais que il y a un problème qu'on a dans Faites entrer l'accusé, parce que non seulement je suis le chroniqueur de l'émission, mais en plus je suis le conseiller éditorial. Ça veut dire que j'ai le dernier regard sur l'émission. Ça nous pose un problème parce que ce droit à l'oubli qui nous est opposé, on a des retours de l'administration pénitentiaire qui nous dit, on a reçu un courrier de monsieur X qui nous a dit que si un jour on faisait une émission, ou alors vous êtes en train de préparer une émission sur son histoire, et cette personne menace de se suicider. Et ça me pose un vrai problème moral. Est-ce qu'on parle de cette histoire? Est-ce qu'on n'en parle pas? Quand on revient sur une histoire comme une histoire jugée il y a 20 ou 30 ans, une affaire qui remonte à 20 ou 30 ans, que la personne sort de prison, quel que soit ce qu'elle ait pu faire, est-ce qu'on a le droit de remuer son passé? Est-ce qu'on a le droit de donner son nom? Il y a des gens qui se sont construits, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, on a raconté leur histoire, et les gens ont découvert qui ils étaient. C'est vrai que ça pose un problème. Je voudrais ensuite sur les experts... interrompu, je m'en excuse. Pardon. Sur les experts ou les policiers ou les magistrats qui acceptent de venir dans Faites entrer l'accusé, il y a une question d'ego aussi. C'est passé à la télévision. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je l'ai dit à des experts de l'IRCGN, à l'École nationale de la magistrature, quand on me dit « Mais quel intérêt pour nous de vous parler ?» L'intérêt, il est simple, c'est que vous êtes en concurrence avec d'autres experts, d'autres enquêteurs, les policiers contre les gendarmes. Vous êtes en compétition. Donc, quelqu'un qui fait bien son métier, il a tout intérêt à le faire savoir. Ça, c'est un point de vue de journaliste, c'est un point de vue personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, pourquoi Paul Bensoussan? Alors, je parle de la matière humaine que je connais bien. Pourquoi Paul Bensoussan était-il ici? Parce qu'il a expertisé Madame Courgeot, parce qu'il a expertisé XY, parce que c'est un expert connu. Alors, l'expert connu... connu de nous, d'abord. C'est celui qu'on va appeler, nous, journalistes. Vous les voyez, c'est toujours les mêmes. ABFM, LCI, Télé, France 2, RTL, Europe 1. Vous avez Bensoussan, vous avez Zaguri, vous avez Bornstein, vous avez Coutenceau, vous avez toujours les mêmes. Après, à vous de savoir si vous voulez être connu, reconnu. Alors, pardon, je tiens un langage qui peut choquer. Mais on n'avait dit pas de langue de bois et je vous en remercie. Mais voilà, quoi. Soit vous êtes X, qui fait bien son job. Est-ce qu'on n'est pas passé de l'information au spectacle, là? Si, bien sûr qu'on est passé de l'information au spectacle. Évidemment qu'on est passé de l'information au spectacle. Et est-ce qu'un expert, un avocat, un notaire peut-il participer à une société du spectacle? Regardez certains experts qui viennent nous parler sur des plateaux de télévision de tout et de n'importe quoi. Il y a des experts, des gens parmi vous. Moi, quand je suis arrivé à BFM, j'ai pris la liste des gens qui viennent et je leur dis, je voudrais très humblement vous proposer que celui-ci, celle-là, celui-ci, celle-là, on l'évacue et on ne l'invite plus parce qu'il est tellement tout le temps là et il est tellement en train de donner tout le temps son avis sur tout que ça en devient fatigant et que ça n'est même plus crédible. Il y a des magistrats là-dedans. Ça n'est même plus crédible, c'est insupportable. C'est bon, il faut arrêter. Vous nous soulagez, monsieur. Non, mais il faut arrêter ça. Voilà. Une question, vous voulez... Oui, une question, effectivement, parce que depuis un certain temps, suite à... effectivement, par rapport à l'animation excellente que vous menez, aussi, je sens
la question du secret. Merci bien. Et c'est effectivement le thème d'aujourd'hui, avec toujours la question sous-jacente de savoir est-ce qu'on peut déroger, dans quel cas, est-ce qu'il y a un conflit de normes, etc. Et je voudrais juste rappeler aussi, et suite à effectivement l'intervention de quelqu'un qui est journaliste, ça me semble important, que le principe en droit, c'est quand même la liberté d'expression. C'est le principe et qui est défendu souvent par la Cour européenne des droits de l'homme. Et je veux dire, il peut y avoir un secret qui est professionnel dans certains cas, mais c'est déjà une exception. Et lorsqu'on fait l'exception de l'exception, c'est-à-dire on dit le secret, certes, mais finalement il a une limite, on revient à un principe de la liberté d'expression. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, malgré l'importance et la diversité de ces secrets, etc., professionnels, pour la plupart, que le principe est quand même celui de la liberté d'expression. Merci, monsieur. Votre propos me fait penser à une angoisse que je partage et dont je supporte, s'il le faut, exclusivement la difficulté. C'est le propos d'Alain Badiou, qui dit « il faut faire attention parce que dire, c'est aussi faire ». C'est-à-dire qu'il faut être prudent. La parole se transforme en fait social. Et là, les conséquences peuvent être extrêmement douloureuses. Et donc, il faut comprendre que parfois, l'on se retienne de dire. Maître Martin. Puis ensuite, on va passer au tableau économique, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Rapidement, et je quitte la confession pour passer au métier d'avocat. D'accord, je vous en prie. Madame Ferral-Schul, tout à l'heure, Madame Le Bâtonnier, rappelait qu'elle déplorait, elle ne l'a pas dit en filigrane, l'étalage des avocats qui sont quand même tenus à la fois au secret par rapport à leurs clients et aussi au secret de l'instruction qui s'étale. Pour un avocat un peu rigoureux, je dois dire que c'est un peu douloureux à supporter. Et puis elle rappelait aussi que le fameux Tracfin nous pose un problème de secret qui n'est finalement pas résolu. Monsieur Charrière-Bournazel, je crois, le disait dans sa chronique, dans ce même numéro, l'avocat dénonçant un client, c'est quelque chose qui n'est pas pensable. Alors fort heureusement, moi maintenant je suis honoraire, je ne risque pas de me trouver devant le problème. Mais je crois que si j'avais été placé... C'est ce que Bourrigaud appelle de l'escapisme. Oui. C'est-à-dire escape. Cela vous permet de vous sauver de la difficulté afin d'être rebelle. Mais je dis que si j'étais tombé devant le problème lorsque j'étais en activité, je crois bien que j'aurais maintenu mon secret en dépit des obligations que la loi me faisait. Oui, pourtant, je ne défends pas Tracfin, mais je m'interroge tout de même en tant que professionnel de l'économie sur, et on va venir au tableau économique justement, sur à partir jusqu'où les atteintes aux intérêts fondamentaux d'une nation, avec le terrorisme, et le terrorisme aujourd'hui ne se manifeste pas aussi vulgairement qu'avec des agressions des personnes physiques ou des biens avec des explosifs. Ça se traduit par des capitaux, par des prises de contrôle d'entreprises, par de l'appropriation de savoir-faire industriel, par de l'appropriation de systèmes éducatifs, à travers des universités virtuelles, à travers des messages qui vont modifier la conscience d'une collectivité. Jusqu'où cette notion qu'on va évoquer dans le dernier atelier sur la notion de défense de la nation, jusqu'où chaque citoyen n'est-il pas tenu à ce moment-là de parler, car il s'agit bien évidemment de la survie de la communauté. Il ne faut pas faire preuve. Montaigne disait qu'il faut faire attention. Lorsqu'une société atteint un très haut niveau de culture, elle devient très vulnérable parce qu'elle ne veille plus à ses intérêts. Il faut faire attention. Oui, mais Tracfin dispose de moyens d'investigation et de moyens de contrôle qui sont considérables sans avoir à passer par la délation de l'avocat, à mon avis. Ça peut permettre de gagner du temps. Je ne le défends pas. Hein. Je partage comme vous la difficulté de le faire en tant qu'expert comptable. Mais le temps est une donnée extrêmement importante au cas particulier. Aujourd'hui, la finance, ça passe d'un endroit à l'autre de la planète en quelques microsecondes. Et Dieu sait si c'est important de mesurer cela aussi. Pardon, je voudrais dire, nous avons tous été d'accord pour dire que le secret s'arrête dès lors où il peut y avoir une atteinte grave et un risque important pour la personne et pour la société.
Or, justement, lorsqu'il y a la déclaration de soupçon qui est faite, c'est pas du tout par rapport à de l'argent pour des problèmes d'argent non déclaré, etc. C'est pas ça. C'est lorsque ça peut être du blanchiment par rapport à des trafics de drogue, à des filières concernant la prostitution, etc. Donc c'est quelque chose qui est très grave. Et c'est pour cette raison que le notariat, qui est officier public, a accepté de rentrer donc dans ces... Moi, j'appelle pas ça du tout de la délation. C'est une déclaration qui est faite dès lors où il y a un risque grave et qui aboutit ou n'aboutit pas, mais en tout cas permet en effet d'aider à ce que la société puisse peut-être ne pas être face à cette corruption très importante et très très grave. Voilà, c'est pas du tout de la délation. C'est le problème aussi de l'enseignement qui aujourd'hui peut être l'objet d'une prise de contrôle capitalistique à partir de groupes sectaires. Non, mais c'est important aux États-Unis. Il y a de gros problèmes aux États-Unis de prise de contrôle de système d'enseignement par des groupes sectaires. Et Dieu sait s'ils sont alimentés par des capitaux dont l'origine est extrêmement difficile à cerner. Donc on est en droit parfois de se poser des questions de cette nature. Écoutez, je vous remercie pour ce qui concerne la société civile. Vous permettez que je revienne sur... Oui, je vous en prie. Que je revienne sur une question, la question que j'ai posée. Sur la question que j'ai posée tout à l'heure à Maître Martin. Oui. Ma question par rapport aux religions n'était pas sur la confession ou sur la confidence, c'était sur la conduite à tenir des institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conduite à tenir de l'Église catholique est clairement énoncée. Je l'ai mal compris. Qu'en est-il des autres institutions, des autres religions, je veux dire? Il semble que le problème se soit surtout posé dans la religion catholique. Il y a un phénomène identique qui vient de se produire dans la religion protestante en Allemagne, et les responsables protestants allemands ont pris la même position que prend l'Église de France actuellement. Donc on voit bien que l'intérêt de la personne, le bénéficiaire du secret, reste tout de même au centre de la question et non pas son dépositaire. On va passer donc, merci beaucoup mesdames, maîtres et messieurs, et nous allons donc prolonger notre réflexion à l'économie.